Bonsoir pour ce Facebook Live spécial Planète des chats. Ça va être un événement lié justement au Covid, c'est-à-dire qu'on utilise de nouveaux moyens pour communiquer, notamment le Facebook Live, pour pouvoir faire comme s'il y avait une conférence. Mais là, la conférence, ça va juste être l'objectif de l'appareil que j'ai en face et accessoirement vos questions et vos petits symboles et vos emojis que je vois apparaître sur mon téléphone. Alors, le programme ce soir, on m'a préparé des petits cartons, Albin m'a préparé, je remercie Claire notamment. Alors, tout d'abord, on me dit, tu dois parler de ton nouveau roman. Ensuite, il y aura des questions. Et après, il y aura la possibilité de gagner 10 livres dédicacés. Je sais plus. Ah oui, c'est sur le compte Instagram. Ouais, c'est une bizarrerie, on est sur Facebook Live, mais c'est sur Instagram qu'on fait le concours. Je ne comprends pas tout aux nouvelles technologies modernes. Et puis il y aura des surprises, et notamment je vous conseille de rester jusqu'au bout. Il va y avoir un truc vraiment nouveau et intéressant, complètement surprenant, jamais vu, tout ça. Alors, la planète des chats. Donc il s'agit de ça. Alors tout d'abord, la couverture a prêté à beaucoup de débats. Je pense qu'elle va en prêter encore longtemps. Donc c'est la Statue de la Liberté avec une tête de chat, parce qu'en fait c'est tout le thème du livre. C'est l'Amérique, et en même temps c'est l'idée que les chats porteraient peut-être la lumière pour nous indiquer la bonne manière de nous comporter sur cette planète. Tout le principe de la saga des chats, c'est poser cette question, si jamais l'humanité venait à faillir, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à confier notre pouvoir, notre trône sur cette planète à une autre espèce? Alors j'avais envisagé déjà les fourmis, j'avais même envisagé les dauphins, j'ai envisagé les rats et j'ai envisagé les chats. Alors, pourquoi les chats? Parce que c'est l'animal le plus mystérieux, le plus bizarre, le plus libre, le plus difficile à apprivoiser, et en même temps l'animal qui semble comprendre des choses qu'on n'a pas compris. L'une des choses qui m'a toujours fasciné sur les trois chats que j'ai eus, c'est qu'ils avaient l'air heureux et de tout faire pour être heureux. Ça peut paraître une forme d'égoïsme, ça peut paraître aussi une forme de sagesse, voire de spiritualité. Donc dans Demain les chats, j'avais un peu entamé le système de un chat raconte comment il voit le monde et comment il nous voit nous. L'idée, c'était surtout, au départ, c'est quand il y avait eu l'attentat du Bataclan, je m'étais dit, il y a un tel émotionnel qui renvoie les médias, la télévision, les radios, les journaux, qu'on ne sait plus parler normalement d'un phénomène. On est un peu comme des lapins qui sont aveuglés par les phares d'un camion qui vient l'écraser. Et je me suis dit, il faut faire un petit pas de côté pour essayer de comprendre le système. C'est la loi de Gödel, c'est un grand mathématicien qui a dit pour comprendre un système, il faut s'en extraire. Donc pour comprendre l'humanité et pour comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là, il m'a semblé intéressant d'offrir un regard non humain. Maintenant, vu que je suis humain moi-même et que mes livres sont en langage humain, il fallait imaginer ce que pouvait penser un chat. Et donc j'ai utilisé comme personnage Bastet, qui est inspiré de ma chatte Domino, qui était une chatte extrêmement égoïste, narcissique et qui avait une très haute estime d'elle-même. Donc ça me faisait un vrai personnage. Il fallait sortir du système du type Disney avec les aristochats, avec des chats gentils et des chats peluches. Un chat, je ne sais pas si vous avez des chats, mais un chat c'est un animal qui pense d'abord à sa pomme et qui accessoirement considère que tout le monde est là pour le servir. Et il y a des chats qui se comportent un peu comme des chiens, qui montrent des formes d'affection pour leur maître, mais la plupart sont quand même des animaux très autonomes. Je pense que l'amour d'un chat se mérite, et c'est peut-être aussi ça qui le rend différent des autres animaux domestiques. En tout cas, je pense que parmi vous, il doit y avoir beaucoup de possesseurs de chats, et ils doivent comprendre ce que je dis, à savoir
Le chat est un animal qui peut nous impressionner. Déjà, un truc tout simple qui peut nous impressionner, c'est le fait que le matin, ils savent s'étendre. Moi, en tout cas, depuis que j'ai des chats, le matin, je m'étire. Et je m'étire comme mes chats. Et je crois que c'est très bon pour la santé. Le deuxième truc que j'ai pris chez les chats, c'est chercher des endroits où il y a des bonnes ondes. Je crois que ces animaux perçoivent les bonnes ondes. Donc dans le premier Demain les chats, on découvrait mon héroïne, Bastet, et celle-ci rencontrait un autre chat qui s'appelait Pythagore, qui est un siamois. Et Pythagore a la particularité d'avoir une clé USB dans le front qui lui servait de troisième œil, qui lui permet de se brancher sur Internet. Et surtout, c'est un moyen pour moi de faire que mes chats avaient la possibilité de connaître leur propre histoire. Le grand avantage de l'humanité par rapport à toutes les autres espèces, c'est que nous connaissons l'histoire de notre espèce. Mais les chats, ils ne peuvent pas savoir comment sont apparus les chats sur Terre, ils ne peuvent pas savoir comment les chats et les hommes se sont rencontrés. Donc il y avait toute cette idée, et si on faisait ce cadeau aux chats, de leur expliquer d'où ils viennent, pourquoi ils sont sur Terre, et pourquoi ils vivent en interaction avec les hommes. Donc ça, c'était déjà dans le premier volume. Et la deuxième idée dans le premier volume, c'était que que le Bataclan, que la montée du terrorisme, mais aussi la montée, déjà j'évoquais il y a 3 ans, la montée des virus, donc j'appelais ça la nouvelle peste, mais ça pourrait correspondre à ce que nous sommes en train de vivre maintenant, à savoir, nous sommes une espèce fragile qui peut être détruite par un virus, comme nos ancêtres ont été décimés par la grippe espagnole en 1919, et comme ils ont été décimés avant par la peste de 1600 et la peste de 1300. Donc nous ne sommes pas si forts que ça, nous n'avons pas des parades contre tout. Et donc dans Demain les chats, j'imaginais qu'en effet il apparaisse un nouveau fléau qui nous oblige à vivre en danger, non plus dans ce confort extraordinaire où nous consommons et détruisons toutes les matières premières, mais où nous soyons au contraire obligés de chercher de nouvelles manières de survivre et d'évoluer. Ça, c'était Demain les chats. Après, vous savez, des personnages, par moment, on ne les épuise pas dans un livre. Quand j'ai écrit Demain les chats, je voulais faire un seul livre, mais après, je me suis aperçu que je n'avais pas tout dit dans Demain les chats. Donc, j'ai fait la suite qui s'appelle Sa Majesté des chats, dans lequel on retrouvait Bastet et on retrouvait Pythagore. Et là, j'imaginais qu'ils quittent Paris et qu'ils essaient de trouver de l'aide avec d'autres espèces, notamment les porcs, les chiens, et qu'ils essaient de monter une petite armée qui résiste aux rats. Et à nouveau, on retrouvait un roi des rats qui était encore plus terrible que le premier roi des rats qu'affrontait Bastet dans le premier roman. Et ce roi des rats, il expliquait qu'en fait, l'avenir n'est pas aux chats, mais est aux rats, tout simplement parce que les rats sont omnivores, alors que les chats ne sont que carnivores. Et après avoir fait 2, donc j'étais tenté par la trilogie. Et là, je me suis dit, il faut que le troisième, il soit vraiment extraordinaire et qu'il y ait une fin flamboyante et que je rajoute des moyens, des effets spéciaux, des cascades, des grandes batailles. Il y avait l'influence du Seigneur des Anneaux, de Game of Thrones. C'est le grand avantage quand on est romancier, c'est qu'on n'a pas de limite dans les effets spéciaux, dans les figurants, dans les plans larges, dans les mouvements de caméra. Et donc, sur ce dernier opus de la planète des chats, je me suis dit on va y aller à fond, ça va être hyper spectaculaire. Et donc mon héroïne, Bastet, ayant avec toute sa troupe traversé l'Atlantique pour rejoindre l'Amérique qu'elle espère protéger des rats, va découvrir qu'au contraire l'Amérique a encore plus de rats que la France, que ces rats sont encore plus gros, qu'ils sont encore plus féroces, et elle va s'apercevoir en plus que la situation de New York est tellement terrible que les humains circulent en tyrolienne entre les buildings et n'osent plus toucher le sol et n'osent surtout pas et ont très très peur parce que les rats circulent dans tout ce qui est métro, tout ce qui est égout, et donc ils ont la maîtrise complète de la surface de New York, les humains et les chats ne vivant que en altitude. Dans la planète des chats, on va évidemment beaucoup plus loin et beaucoup plus fort que dans les 2 précédents, puisque c'est le roman qui clôt la saga. Donc il fallait vraiment que ça soit très 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 spectaculaire, que ça aille très très vite. Je crois que c'est un roman qui est fait pour vous faire oublier tous vos problèmes et vous faire découvrir les problèmes qu'ont les chats. Il y a un
personnage qui est assez amusant, c'est Hillary Clinton, notre Hillary Clinton, qui se retrouve président de la République enfin. C'est-à-dire que vu la crise et qu'il y a de moins en moins de gens qui vivent à New York, en fait il y a quelques dizaines de milliers de New-Yorkais qui ont survécu, et ben là elle est enfin élue et elle peut gérer cette crise. Et donc ça m'a beaucoup amusé de la remettre en scène, parce que ça m'a toujours semblé étonnant de la voir sortir d'un coup comme ça sur l'élection contre Trump. Il y a aussi des enjeux beaucoup plus forts, il y a des robots, il y a des bombes atomiques, il y a tout est multiplié par les effets qu'apporte un continent plus grand, avec des moyens plus grands, des buildings plus hauts et des rats plus gros et plus féroces. Voilà, donc c'est un livre que j'ai écrit dans un souffle, avec cette idée de l'aventure, de l'action, des coups de théâtre, tout le temps surprendre. Ce qui m'a l'air la première politesse d'un bon romancier, c'est être dans l'étonnement, d'être dans la surprise et de trouver des trucs pour relancer. Mais c'est peut-être aussi l'influence des séries américaines que je trouve de plus en plus dynamiques et de mieux en mieux construites. Je me suis dit, il faut maintenant profiter de l'outil roman pour faire mieux que ces séries. Mon principal concurrent, c'est Netflix et c'est HBO. Et j'essaie de faire que le roman soit plus spectaculaire encore que tout ce que vous pouvez voir à l'écran, afin de vous provoquer des émotions plus fortes. Le grand avantage du roman, c'est que c'est vous qui êtes le réalisateur. Moi, je vous propose des cadrages, je vous propose des mouvements, des batailles, des scènes d'amour, des grands voyages, mais c'est vous qui allez faire les couleurs, les cadrages. Donc, en fait, ça va vous rendre créatif. Quand vous regardez une série à la télé, vous la subissez, et puis vous recevez tous les stimuli, et puis quand c'est fini, c'est fini. Mais quand vous lisez un roman, c'est vous qui lisez à votre vitesse, c'est vous qui allez faire surgir les armées de rats, de chats, les batailles, les visions, le building, les descentes en tyrolienne dans l'orage. Tout ça, c'est vous qui allez le créer. Et je crois que la différence entre la télé et le roman, c'est que le roman rend plus intelligent et rend plus créatif. Tous les romans transforment les lecteurs en réalisateurs. Et là, je vous ai donné des outils pour que vous puissiez vous amuser autant que moi-même je me suis énormément amusé à l'écrire. Alors je vais surveiller mes cartons pour voir la suite, mais je pense que ça va être les questions. C'est les questions, Claire? Non, j'ai rien oublié? Il y a tout un staff de 200 personnes en arrière-champ qui tous me font des signes dans le style plus vite, plus lentement, quoi. Est-ce que des personnages animaux, c'est très différent que des personnages humains? Ça, c'est les questions? C'est un nouveau thème, si tu veux. Qui est apparu dans les questions? Ah bon, excusez-moi, ça fait petit aparté, mais là c'est les questions, c'est ça? Alors, je regarde. Ok. Donc là, j'en vois plein apparaître. Alors, on a déjà sélectionné. Tu me disais quoi dans Est-ce que les héros. Alors. Non, tu disais quoi? Est-ce que les romans. Des personnages animaux, c'est très différent de personnages humains. Ah oui. Alors, donc là, qui c'est qui la pose cette question? C'est Claire. Elle a lancé la première question. Merci Claire. Est-ce que gérer des personnages animaux, c'est différent de gérer des personnes humaines? Alors, en fait, le vrai travail de l'auteur qui veut se mettre dans la peau des animaux, c'est un travail de chaman. C'est-à-dire qu'il faut oublier tout ce qu'on a d'humain pour essayer de sentir ce que peuvent sentir les animaux. Donc moi j'ai étudié le chat déjà scientifiquement. Je sais que les chats perçoivent plus de lumière, enfin ils arrivent à voir dans l'obscurité, ils ont un œil plus sensible. Donc il faut imaginer un animal qui, là où un humain ne verrait rien, lui il pourrait voir. Ensuite il perçoit plus de sons et ensuite il perçoit les mouvements grâce à ses moustaches de l'air. Donc il fallait, pour pouvoir me mettre dans la peau du chat, il fallait que je développe ces sens comme si je les avais, comme si je percevais le moins de bruit au loin, le moins de mouvement. Sinon, il y avait une idée quand j'ai écrit Demain les chats, c'était de me dire comment on est dans son corps quand on est à quatre pattes et avec une colonne vertébrale souple. Personnellement, j'ai une hantise du fait d'une maladie de rhumatisme, c'est un truc perso, que ma colonne vertébrale se soude. Et quand je vois les chats, ils ont une colonne vertébrale souple, comme
corde. Et j'ai essayé d'imaginer comment on pouvait être quand on a cette capacité de détente et cette possibilité de circuler de manière plus légère qu'un être humain. Je crois qu'un chat, c'est plus souple, plus léger, plus capable de gérer des bonds que ne peut pas faire un humain. Et il y avait autre chose que j'avais aussi à gérer, c'était les griffes. Toujours me dire que se passerait-il si j'avais des griffes rétractables et si j'avais des oreilles orientables. D'ailleurs, une expérience à faire, si vous voulez sentir ce que sent un chat, c'est que vous faites des oreilles orientables et vous allez voir que vous percevez les sons différemment. Tout simplement parce que quand on est comme ça, on a un champ de son à 360 degrés. Voilà, par exemple, un son qu'on perçoit. Et quand on est un chat, on peut régler la stéréo. Là, je sais pas, il y a des voisins qui font du bruit, donc je perçois bien la stéréo. Alors, les questions qui tombent. De Nathalie Henriot, comment vous est venue l'idée de mettre des chats en scène et de leur donner la parole? Donc ça, je crois que j'avais déjà répondu, c'était sur l'affaire du Bataclan. Ensuite, l'actualité de Chloé a-t-elle influencé le fil de vos derniers romans? Alors, j'avais terminé l'écriture de La planète des chats. J'avais terminé l'écriture de La planète des chats avant la crise du Covid, mais pour moi, j'avais déjà géré le problème du Covid avec la peste. Donc, c'est un peu comme si ce que j'avais écrit se produisait vraiment. Donc, j'ai rien changé. Maintenant, que ce soit le terrorisme, que ce soit les problèmes de virus ou les problèmes politiques, je crois qu'on a toujours les mêmes. Il y a un problème de son, je crois. Ça va? C'est un étage où ils font du bruit, c'est ça? On ne peut rien faire. Bon, bah vous allez avoir en arrière-fond un petit bruit, c'est juste les voisins qui se faire une fête. Ce qui montre aussi que le Facebook Live, c'est vraiment à l'artisanal. Il y a d'autres questions? Alors, êtes-vous sur l'écriture d'une nouvelle trilogie de Thalie Bagnères? Une nouvelle trilogie ou continuez-vous une trilogie déjà existante? Alors là, je vais peut-être arrêter sur les trilogies, parce que le problème des trilogies, c'est que ça oblige un peu les lecteurs, quand le livre sort, de lire les deux premiers. Et je veux surtout pas faire ça. D'ailleurs, La planète des chats a été écrit avec cette idée, on peut le lire sans avoir lu le premier et le deuxième. Le premier et le deuxième servaient surtout à présenter Bastet, mais là, je la présente à nouveau rapidement pour que les gens qui n'ont pas lu les deux premiers puissent être tout de suite dans l'ambiance. Et il y a un petit résumé rapide. De Oriane, j'adore vos fins du monde, peut-on s'attendre à d'autres livres sur d'autres futurs possibles? Alors, Oriane, je suis très content que tu aimes mes fins du monde, mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est imaginer comment tout pourrait s'arranger. On voit tout le temps dans la science-fiction, et je crois que les auteurs science-fiction ont abusé de ça, des fins du monde terribles, avec tout le monde qui meurt, avec des catastrophes. Moi, maintenant, si je devais écrire de nouveaux livres, j'essaierais d'imaginer que se passerait-il si tout le monde devenait intelligent, sage, et qu'on se mettait à s'aimer les uns les autres, et qu'on arrêtait de vouloir avoir toujours plus, et qu'on se calmait, quoi, et qu'on rentrait dans... On apprécie ce qu'on a, on n'essaie pas de tout envahir, de tout détruire, mais on se calme, on réfléchit, et on pense à une manière de vivre en harmonie avec notre planète et en harmonie avec les autres. Mais ça, c'est une science-fiction que je n'ai pas vue souvent. La science-fiction des bonnes nouvelles. Mais je ne sais pas s'il y a réellement un marché pour ça, parce qu'on s'est tellement habitué à être terrifié par des extraterrestres qui viennent nous tuer ou des tsunamis qui viennent tous nous noyer, que c'est une science-fiction inventée, la science-fiction positive. De Gwendoline Sagnier, parmi tous les ouvrages que vous avez écrits, duquel êtes-vous le plus fier? Alors, moi, vous savez, je suis comme une poule qui pond des œufs, je ne sais pas très bien la valeur de mes propres œufs. Au moment où je fais un livre, j'essaie de le faire au mieux, comme un horloger qui fait le maximum de réglages, en essayant de faire aussi le maximum d'enjeux intéressants. Maintenant, quand j'ai écrit Les Thanatonautes, pour moi c'était un truc expérimental. Quand il est sorti, ça a été un total échec. Donc je me suis dit que j'avais fait un mauvais livre. Et c'est 5 ans plus tard qu'on s'est aperçu que c'était le livre qui, visiblement, dans les sondages, plaisait le plus. Donc je me suis dit peut-être que cet enfant boiteux est
le plus innovant et qu'il a payé parce qu'il sortait de l'ordinaire. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de faire aussi l'Empire des Anges, qui est la suite, et qui lui a trouvé un public plus facile. Il y a peut-être un problème sur le titre. Il fallait 5 ans pour que les gens comprennent que Thanatonautes, ça veut dire explorateur du pays des morts, et que c'est pas un sujet morbide. Donc oui, les Thanatonautes est un livre qui a... Sur le coup, d'ailleurs, je me suis dit, vu que le public ne suit plus, je vais peut-être arrêter de faire ce métier. Donc ça reste un caillou dans ma chaussure. Et en même temps, maintenant que je vois en poche qui est en train de dépasser le million, je me dis qu'il y a une justice, enfin que vous faites une justice, ça va, finissez malgré tout à un moment par découvrir les livres qui sortent un peu de l'ordinaire. J'espère que ce public, pas seulement pour mes livres, mais pour tout ce qui est nouveau, va être de plus en plus large. Alors ensuite, il y a d'autres questions. Alors, il y a écrit, il va y avoir aussi d'autres questions qui arrivent. Hop. Camille, à partir du moment où germe l'insipide, excuse-moi, c'est l'écriture, à partir du moment où germe l'insipide de votre œuvre, combien de temps mettez-vous à coucher l'ensemble du papier, sur papier? Alors l'insipide, c'est la première phrase, pour ceux qui ne connaissent pas, l'insipide, c'est la première brique, en fait, de la maison, mais, de la maison roman, mais pour moi, écrire un roman, ça prend 20 secondes, c'est trouver l'idée. Le moment où je me suis dit, j'ai fait un roman sur les fourmis, en fait, j'avais tout trouvé. C'est le germe. Après, ce n'était que le développement de cette idée. Là, pareil, bon, je me suis dit, j'ai fait un roman sur les chats vu par un chat. Voilà, ça prend 30 secondes. C'est ça la difficulté, c'est trouver l'idée. Maintenant, je commence par en faire une petite nouvelle. Ça me prend 1 heure, dans laquelle je développe l'idée n'importe comment. Et c'est une fois que j'ai fait ma nouvelle que je commence à chercher l'incipit, donc cette première phrase qui va être le bonjour du roman. Et une fois que j'ai le bonjour, j'essaie de trouver le revoir qui soit en résonance avec le bonjour, donc c'est l'excipit, la dernière phrase. Pour moi, faire un roman, ça prend 9 mois, tout simplement parce que j'ai décidé que ça me ferait 9 mois, comme fabriquer un être humain. Et au bout de 9 mois, même si c'est pas parfait, j'en ai marre. J'ai envie de passer à autre chose. Et sur 9 mois, en général, j'aurais écrit une dizaine de fois en entier, du début à la fin, sans le relire, pour trouver la meilleure forme. Mais voilà, mais je suis un laborieux, mais un régulier. Donc, je fais tous les jours 4h30, de 8h à midi et demi. Tous les jours, je fais 10 pages. Et en général, c'est 10 mauvaises pages qui vont aboutir à un premier très mauvais roman. Mais ça va être une base. Et c'est à partir de là que je vais faire une deuxième version B, qui va être un peu mieux. Mais pour moi, c'est 9 mois. Après, il faut faire la couverture, faire la 4e de couve. Tout ça, c'est encore des petits réglages. Et en général, c'est terminé. Je termine le roman en juin. Et donc, il y a juillet, août, septembre. Et ça sort en octobre. Nathalie n'est-elle pas un peu, par certains aspects, le miroir humain de Bastet? Ah! Non. Nathalie est beaucoup moins audacieuse que Bastet. Nathalie est un humain normal, est un humain... Donc Nathalie, pour ceux qui n'ont pas encore lu le bouquin, c'est la maîtresse, mais Bastet l'appelle sa servante, de Bastet, de la chatte Bastet. Mais Nathalie, en fait, est très dans la retenue. Par exemple, Bastet essaie tout le temps de lui faire comprendre qu'elle devrait avoir une sexualité beaucoup plus épanouie. Vu que Bastet elle-même, elle fonce sur les toits pour se faire sauter par tous les matous du quartier, elle ne comprend pas que Nathalie ait tellement d'étapes avant qu'un mâle puisse rentrer dans sa couche. Et Nathalie est aussi quelqu'un de très conventionnel, alors que ma chatte Bastet est vraiment un être qui veut se distinguer à tout prix de toutes les manières possibles. Et c'est pour ça que je pense que la chatte dans le roman est plus... Enfin, ma chatte Bastet est plus prenante comme personnage que Nathalie, sa maîtresse. En moyenne, combien de temps dédiez-vous à la recherche scientifique sur vos romans? Alors, il n'y a pas un temps spécifique. C'est-à-dire, je ne fais pas la recherche scientifique et puis après, je me lance. Ce qui se passe, c'est que
Je commence à écrire donc la nouvelle, je trouve la première phrase, la dernière phrase. Après, je commence à l'allonger sans aucune recherche scientifique. Et c'est une fois que j'ai fini une sorte de premier jet, de première version de 400 pages, que là, je commence à me renseigner pour pouvoir améliorer mon intrigue, mes personnages, et pour trouver des anecdotes inconnues à vous raconter. J'ai toujours cette idée qui est des formations de journaliste scientifique. Au cas où l'histoire ne vous plaise pas, je vais vous mettre une petite information que vous ne connaissez pas, rigolote, qui vous permettra de briller en société le soir et qui vous permettra aussi de comprendre quelque chose qui n'est pas connu ou qui n'est pas courant. Alors, la dernière question, imaginez-vous cette saga adaptée au cinéma? Alors, la réponse est oui, parce que moi j'ai une formation de scénariste et de réalisateur, mais seulement on est en France. Et en France, il n'y a pas beaucoup d'audace au niveau des films de type fantastique, imaginaire, science-fiction. On est plutôt, comme vous pouvez le constater, dans la comédie ou la comédie romantique ou le drame social. Donc on est assez loin de ce que je raconte. D'ailleurs en littérature aussi, on est dans ces choses-là. Ce qui me plaît, c'est d'être en dehors du système. Maintenant, le prix à payer, c'est que étant en dehors du système, le système, il ne va pas m'aider à faire mon film. Donc c'est logique, c'est le juste retour des choses et j'accepte, je préfère être en dehors et m'amuser avec vous. Et c'est pour ça aussi que je fais le Facebook Live, c'est pour rester connecté avec ceux qui sont importants, à savoir mes lecteurs. Il y a encore des questions? On est dans les temps? On a du temps? Oui? Que diriez-vous à quelqu'un qui rêverait d'écrire des romans mais qui n'ose pas se lancer? Vas-y. Alors si, il y a deux choses. Un, n'aie pas peur de faire un mauvais roman. Deux, n'aie pas peur de mal écrire. La seule chose qui doit te faire peur, c'est de ne pas aller jusqu'au bout. C'est la seule erreur. Mais si tu fais un mauvais roman, tu pourras toujours l'arranger ou le réécrire. Mais si tu fais rien, c'est sûr que tu ne vas pas aller loin. Et puis il ne faut rien attendre, rien lâcher prise. Il ne faut pas écrire un roman pour avoir un prix littéraire ou pour gagner sa vie ou passer à la télévision. Il faut écrire un roman parce qu'on en a envie. Et j'ai toujours cette image du cheval. Le cheval, il galope pas pour gagner le tiercé, il galope parce qu'il aime galoper. Et ben, si vous écrivez un roman, il faut que vous trouviez un plaisir à galoper, à faire galoper votre pensée sur une histoire. Après, si en plus vous pouvez être publié, si vous gagnez un prix et si vous êtes riche et célèbre, bravo. Mais en tout cas, si vous avez comme idée, je vois une émission littéraire, j'aimerais passer à l'émission, là vous allez aller de déception à déception. Il faut vraiment trouver du plaisir. Et puis je crois à cette notion du plaisir. Si vous avez du plaisir à écrire, le lecteur aura du plaisir à vous lire. Mais si vous souffrez à écrire le truc, que ce soit la jolie rédaction avec des mots compliqués et tout, votre lecteur va s'ennuyer aussi. Donc pensez toujours joie, plaisir, écrire est un plaisir, lire est un plaisir. Et si ça ne fonctionne pas avec ça, si vous vous forcez à faire quelque chose parce que ça fait un télo pour pouvoir impressionner quelqu'un, vous êtes dans autre chose, enfin, vous êtes dans le roman prise de tête, qui a le mérite d'exister aussi, mais qui va vous rendre malheureux. Vous savez, il y a une chose, si vous faites un roman qui n'est pas agréable à écrire, vous allez devoir vous relire. Chaque fois que vous allez vous relire, vous allez à nouveau souffrir. Moi, je sais, j'écris déjà des romans marrants parce que quand je me relis, je m'amuse et j'ai envie de tourner les pages. Et puis, vu que j'ai pas de mémoire, j'oublie par moment ce qui se passe dans le roman. Je me dis, je me laisse emporter par l'intrigue et le suspense. Donc, je suis le premier consommateur des produits que je fabrique. Et voilà, je crois qu'il faut être attentif à son propre plaisir de relecture. À quand le fameux livre annoncé à la fin de la saga des anges? Je ne sais pas. Vous savez, j'écris des livres et je ne sais pas très bien l'ensemble, ce que ça va donner. Peut-être qu'il y a un moment, ça va donner une œuvre, mais pour l'instant, j'ajoute les romans. Là, donc, ça va faire 30 ans que je fais ce métier. L'année prochaine, je vais sortir mon 30e roman. Je suis trop le nez dans le guidon pour pouvoir comprendre ce que je fais. Ce que je sais, c'est que j'ai pas fini de faire sortir, de faire jaillir la source, et j'ai encore beaucoup de choses à dire. Et je suis encore dans la retenue parce que j'ai pas envie non plus de trop vous décontenancer.
Déjà éteindre l'autonote, ça avait été une première expérience où j'ai compris que je suis allé un peu trop loin. Donc là, je vais y aller par étapes. Mais il y avait aussi l'expérience de Troisième Humanité, qui était un roman qui vous a décontenancé, je pense. Et je me suis aperçu, il faut vraiment que j'y aille graduellement. Je ne peux pas d'un coup me projeter trop loin dans le futur et tenter des hypothèses trop bizarres. Donc je tiens compte de vous et j'essaie de garder ce contact. Avez-vous déjà eu le syndrome de la page blanche? Si oui, comment en êtes-vous sorti? Bonne question, et la réponse est non, jamais. J'écris depuis l'âge de 16 ans, tous les jours. Je n'ai jamais eu le moment où je me suis dit, je ne sais pas quoi écrire maintenant, ou je ne sais pas comment faire avancer mes personnages. Parce que, je reviens à cette idée, je ne suis pas dans il faut écrire bien, il faut écrire joli, il faut faire un roman sublime. Je suis dans il faut que mes personnages s'amusent, il faut avancer et il faut surtout surprendre. Donc à partir de là, s'il y a un moment où mes personnages arrivent dans une situation qui est un peu bloquée, ben je vais tout de suite changer de caméra et parler d'une intrigue parallèle, ou alors je vais faire un effet surprenant, mais j'ai plein de petits trucs pour ne pas rester en plan avec mon personnage qui est sur la plage en train de regarder un bateau qui part et qui se dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Mais c'est aussi le grand avantage de faire la littérature fantastique et la littérature visuelle et d'action, c'est que c'est beaucoup plus facile de trouver des enchaînements que de la littérature psychologique ou sociale ou de la littérature tournée juste vers des personnages qui ne bougent pas et qui font que parler. Et c'est pour ça que je vous conseille d'ailleurs, si, pour les gens qui voulaient se lancer dans leur premier roman, de faire quelque chose de très cinématographique, de très visuel, et de profiter de cet outil extraordinaire qui est l'écriture pour avoir une sorte d'équipe de réalisation de cinéma idéale avec toutes les cascades, les figurants, les effets spéciaux et les mouvements de caméra qu'on trouve dans les films les plus audacieux et les plus chers. Amusez-vous. Y aura-t-il une suite de Papillon des étoiles ou un roman du même genre? En fait, dans Troisième Humanité, il y a le Papillon des étoiles 2, qui fait partie des projets, c'est pas développé, ça apparaît de temps en temps dans les actualités, mais c'est quelqu'un qui a lu le Papillon des étoiles et qui s'est dit tiens, je vais faire pareil. Alors, moi, le Papillon des étoiles, vu sa fin surprenante, enfin, tout était basé sur cette fin surprenante. En fait, la suite du Papillon des étoiles, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant, quoi. Donc c'est un peu compliqué de faire une autre suite. Papillon des étoiles est le roman sur lequel je me suis le plus amusé. Tout simplement parce que c'était un tour de magie, j'avais un truc rigolo au final, et je me suis dit, juste promenons-nous dans cet univers. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le principe de l'Arche de Noé. C'est sachant que l'humanité n'arrive pas à résoudre tous les problèmes, on va lancer un vaisseau, mais un vaisseau qui contient 144 000 personnes et qui est propulsé par des voiles solaires. C'est pour ça que ça s'appelle le Papillon des étoiles, parce que les voiles sont grandes un peu comme l'Australie. C'est des grandes gigantesques. Et la propulsion photonique qui est évoquée dedans existe réellement. Mais le Papillon des étoiles est un... Ouais, je pourrais un jour écrire la suite. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. J'essaie de trouver de nouveaux sujets. Voilà, et je vais arrêter les trilogies. Les chats, c'est la dernière trilogie. C'est les dernières questions, il y en a d'autres. Je ne sais pas si j'ai le temps. Je demande à tout le staff derrière. J'ai encore du temps? Bon, allons-y pour les questions. Après tout, c'est le plus interactif. Vous êtes 847, il me semble. Quand le film pour le Papillon des étoiles, mais j'aimerais bien. J'ai trop aimé ce livre. Ça me donne envie de relire tous vos bouquins. Marine Morel. Eh ben, merci, Marine Morel. Et les autres, c'était Natalou Lala. Et Mélanie RLD. Ah oui. Avez-vous envisagé de Charles-Éline Tillet, avez-vous envisagé une autre fin pour la saga de Michael Pinson? Non, j'étais très content de la fin. J'ai testé plein de fins sur donc la fin du cycle des dieux. Et cette fin, j'ai eu tellement de mal, j'étais tellement content quand je l'ai trouvé que je peux pas trouver mieux. Envisages-tu un roman à deux avec ton fils Jonathan? Ah, non, comme c'est la question.
Il est où le livre de mon fils? Il est là-haut. Tu peux me le passer, s'il te plaît? Parce que je crois que je suis calé, je peux pas me lever. Bon, mon fils Jonathan, j'en profite, petit coin de pub, a fait ce livre. Alors, il y a écrit Verbère aussi, mais le prénom n'est pas le même. Et ça parle du spiritisme, de la naissance du spiritisme. Alors, il y a plein de gens qui m'ont proposé de faire des romans à deux, et c'est vachement bien. Évidemment que je ne suis pas neutre, mais si c'était pas bien, je lui aurais dit, et je vous l'aurais dit. Non, j'étais très surpris parce que lui, il a un talent particulier. C'est, il va plus loin que moi pour mettre ses personnages dans des situations terribles et les en sortir d'une manière surprenante. Mais il démarre. Hein, c'est son premier livre et puis j'espère qu'il va prendre le relais et qu'il va faire mieux que moi. Parce que là, moi, à 30 ans, il serait peut-être temps que je laisse la place aux jeunes. Alors, envisages-tu roman à deux avec ton fils Jonathan? D'abord, j'envisage pas les romans à deux parce que ma technique qui consiste à réécrire le roman 10 fois, je suis pas sûr qu'un co-auteur accepterait de dire que je lui dise là on a fait un premier jet qui est brouillon et on recommence tout à zéro, on refait 400 pages mais sans relire. Voilà, j'explique pourquoi je relis pas, c'est parce qu'il y a une décantation naturelle qui va se faire. Je vais virer tout ce qui n'est pas indispensable et je vais repenser à ce qui est à l'histoire. Je vais recentrer tout le temps sur l'histoire. D'ailleurs, comme vous le voyez, je suis très bavard. Je raconte oralement mes romans à tout mon entourage, et notamment à Jonathan. Jonathan, je lui dis, voilà mon prochain roman, il y a ça, au début c'est pas ça, 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 ça. Et je regarde ses réactions pour voir si ça l'intéresse ou pas. Il est très très dur avec mes romans. Moi je suis gentil avec les siens, lui il est genre, papa tu peux faire mieux. Je fais ça, il a la voix plus grave. Tu peux faire mieux, tes personnages, ça démarre pas assez vite, vas-y, fonce, fonce. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais c'est la première fois qu'on me pose cette question, je pense qu'on va me la reposer. Pourquoi avoir choisi les noms de Bastet et Pythagore? Bastet, c'est parce que c'est la déesse des chats, c'est le moment où il y a eu la plus grande vénération de l'humanité pour un chat. C'était en Égypte à partir de 1500 avant Jésus-Christ, et notamment il y avait une fête à Bubastis dans laquelle tout le monde se foutait à poil et venait de tout le bassin méditerranéen pour chanter et pour faire l'amour en honorant les chats. Donc je trouvais cette idée très moderne. Et tout en étant très ancienne, je vois que je fais réagir à côté. Et Pythagore, parce que j'ai découvert ce type, c'est lui qui a inventé la gamme de musique, c'est lui qui a inventé le théorème de Pythagore, mais il a inventé tellement d'autres choses. Il était végétarien, il avait beaucoup d'humour, il avait une vision sur l'astronomie qui était complètement originale. En fait, c'est l'un des rares esprits multi-domaines. Il savait tout faire. Et modeste, il a créé une école dans laquelle il a transmis son savoir. Pour moi, c'est l'être humain le plus abouti, le guide. Voilà. Dans mes maîtres, il y a eu dans l'ordre 1. Isaac Asimov avec le cycle de fondation, 2. Frank Herbert avec Dune, 3. Philippe K. Dick avec Ubik, par exemple. Et puis après, il y a Pythagore avec toute sa pensée et tout ce qu'en ont raconté ses élèves. Parce que à l'époque de Pythagore, on a détruit son école. Lui-même a été on ne sait pas très bien comment il a fini. Il y a plusieurs hypothèses, mais en tout cas, il n'a pas pu détruire ses livres, il n'a pas pu les retransmettre. Mais ses élèves ont raconté tout son enseignement, et c'est comme ça qu'on a pu connaître son œuvre. Donc Bastet pour la déesse égyptienne et Pythagore pour le sage grec. Il vivait en moins 500 avant Jésus-Christ et il était en Égypte au moment où l'Égypte a été envahie par Cambyse II, donc par les Perses, qui ont arrêté la vénération des chats. Alors, feriez-vous un roman sur le Covid, le confinement? Alors je pense qu'il va en émerger à peu près 15 000. Tout le monde va raconter son Covid, son confinement, en expliquant sa vision de l'événement. Donc je ne vais pas rajouter mon Covid à moi, surtout que j'ai déjà traité ça. J'ai déjà traité ça dans Troisième Humanité et j'ai déjà traité ça dans Demain les chats. Puis dans Troisième Humanité, il y a une peste et dans Demain les chats, il y a aussi une peste. Donc, vous savez,
Moi, je pensais que c'est les 5 cavaliers de l'Apocalypse, tels qu'ils sont présentés dans l'Apocalypse selon Saint Jean. Donc, il y a, entre autres, la maladie, il y a la guerre, il y a la famine, il y a encore beaucoup de raisons de s'inquiéter sur le futur et de réfléchir avec son imagination pour trouver des solutions. Mais non, je ne vais rien écrire sur le Covid et le confinement. J'avais écrit une nouvelle. Le premier jour du confinement, on m'a demandé une nouvelle. Et j'avais écrit en 10 minutes. Et c'était tout basé sur cette phrase. Ils avaient dit que ça allait durer 3 semaines. C'était il y a 3 ans. Voilà. Et je crois que c'était un peu prémonitoire parce qu'ils avaient dit que ça allait durer 3 semaines. Et là, ça va bientôt faire 8-9 mois. On va attaquer la première année. Je crois qu'ils ne prévoient pas de vaccin avant le printemps. Donc, on va peut-être boucler l'année. Et moi, je trouve que c'est le moment de se poser des questions. Maintenant, je n'ai pas de réponse encore. Mais quand je dis poser des questions, en tout cas, le toujours plus et toujours plus de consommation, toujours plus de destruction de la planète, ça doit s'arrêter d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est peut-être ça qui va nous freiner. Il paraît qu'il y a des espèces sauvages qui sont réapparues. Il paraît que l'air est devenu plus respirable dans les grandes mégapoles. Il y a forcément dans ce genre de catastrophe des aspects positifs. Je pense qu'il y a aussi des gens qui se sont aperçus durant le confinement que soit ils ne s'entendaient pas avec leur famille, soit ils ont découvert qu'ils pouvaient rester seuls ou s'intéresser à des choses nouvelles. Toutes les crises sont intéressantes et elles forcent à sortir des routines. Maintenant, au moment où elles arrivent, elles font peur et évidemment, c'est pas confortable. Mais enfin, nous vivons une crise qui est quand même plus facile à vivre pour le cas de la France que la Deuxième Guerre mondiale qu'ont vécu nos parents ou la grippe espagnole ou ce que j'évoquais, les pestes ou les guerres. Finalement, on est la première génération qui a vécu dans le confort avec une sorte de garantie de manger tous les jours. Donc c'est déjà pas mal et le seul fait de mettre un masque et d'être un peu réduit dans nos déplacements, c'est quand même pas grand-chose par rapport au drame qu'ont vécu nos ancêtres. Envisages-tu un roman à deux? Voilà, c'est la même, avec Jonathan. Alors, on va s'arrêter sur les questions. Il y en a encore? Non, on me signale que non. Donc j'attaque le carton numéro 8, c'est sur le concours. C'est ça, Claire? Non, il y en a un avant. Le documentaire. Alors, je profite de ce Facebook Live pour vous parler d'un documentaire qui va être diffusé sur C8 et qui s'appelle Heureux comme un chat. C'est bien ça? Et que j'ai tourné l'année dernière. Et puis j'ai voyagé dans plein de pays, dont des pays très lointains, pour aller voir comment traiter les chats. Je suis allé voir des sarcophages avec des chats égyptiens. Je suis allé voir en Asie comment traiter les chats. Et ça doit être 1h30. Et c'est un documentaire qui est fait par mon ami Stéphane Cross, qui s'est bien amusé à le faire. Et j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont permis d'améliorer encore mon roman, puisque j'étais en contact avec plein de scientifiques et de gens passionnants sur ce domaine-là. Donc c'est maintenant. Donc, Heureux comme un chat, le documentaire. Depuis des millénaires, nous les adorons comme de véritables dieux. Nous les avons peints, sculptés, et maintenant, ils sont devenus les stars de nos réseaux sociaux. Ce sont les chats. Premier animal de compagnie en France, ils sont plus de 13 millions à partager nos vies. Et leur nombre ne cesse d'augmenter sur Terre. Animaux mystérieux, les chats ne cessent de nous fasciner. Libre, sauvage, indépendant, le chat semble toujours heureux. Mais pourquoi restent-ils auprès de nous? Et pourquoi avons-nous tant besoin d'eux? Dans cette enquête, c'est le célèbre romancier Bernard Werber qui sera notre guide. Après les fourmis, les chats sont sa nouvelle passion. Dernièrement, il a même organisé le premier festival des chats à Paris devant plus de 2000 personnes.
De Paris à Tokyo, en passant par Séoul ou Denver aux États-Unis, nous le suivrons dans son tour du monde à la rencontre des plus grands experts. Comme le dessinateur de bande dessinée, Philippe Geluck, tellement fasciné par le chat qu'il en a fait son personnage principal. To be a cat or not to be a cat. Pour comprendre cette adoration, nous remonterons le temps jusqu'au premier chat domestique et dévoilerons l'énigme des momies égyptiennes. Nous rencontrerons aussi les chats superstars. Nous analyserons les super-pouvoirs de nos félins et leurs drôles de comportement. Enfin, nous apprendrons à communiquer avec eux. Tout ça dans un seul but, découvrir leurs secrets. Et devenir à notre tour heureux, heureux comme un chat. Alors voilà, donc ce documentaire très très surprenant sur... Je dis surprenant parce que moi-même, en étant là-bas, j'ai vu des trucs vraiment dingues. Et j'espère que ça vous plaira. Je crois qu'il va être programmé dans le mois ou en novembre, dans le mois prochain, voilà. Alors, on me signale que le concours est terminé sur le compte Instagram des éditions Albin Michel et les gagnants ont été tirés au sort. Et bon, déjà, je vais commencer à vous faire une dédicace en meublant, en parlant en même temps. J'en prends. Alors, que dire? Dans ma dédicace... Ah oui, demain, je vais être à Monaco. Je pourrais vous faire des dédicaces en direct. Il y a un salon du livre. Et donc, je pourrais vous en faire en direct. Alors, pour ceux qui ne savent pas, dans mes dédicaces, je fais des dessins. Et sur la saga des chats, je dessine au hasard des chats. Alors, je vais vous expliquer un peu mes dessins. Au début, je fais un dessin qui n'est pas encore au point. Et c'est au fur et à mesure que je fais les dédicaces qu'au bout d'un moment, ça devient fluide et je trouve la forme idéale. Donc, là maintenant, depuis le temps que je fais ça, ça fait, sur les chats en tout cas, ça fait au moins 4 ans. J'ai enfin trouvé la forme qui me semble la plus simple. Et voilà, je fais tout au gros feutre et puis j'utilise toute la page. Je suis toujours surpris de voir les collègues qui dans l'édition font 2 petites lignes ici, ou des gens qui essaient de faire un petit bout de roman. Là, le roman il est à l'intérieur, je ne vais pas vous faire un roman sur la dédicace. Par contre, il me semble qu'un dessin, ça peut un jour valoir cher, surtout qu'on va voir l'évolution du dessin au fur et à mesure. Ouais. Cela dit, ça m'amuse aussi de faire des dessins. Alors, on va me donner les noms après. D'accord. Je m'occupe. Alors, donc ça c'est fait. Je vais en faire 10 comme ça. Ça va pas être rigolo pour vous de regarder les 10 se faire. Alors, signer quelques livres en direct, c'est fait. Et maintenant, eh ben le petit cadeau rigolo. Alors, pour ceux qui débarquent ou qui ne sont pas au courant, l'année dernière, on a fait un truc, comment dire, un peu audacieux. J'allais dire de folie, mais maintenant, c'est trop... Tout le monde en parle. Tout le monde utilise cette expression, donc j'essaie d'en trouver une autre. Un truc félin, de félicité, de nirvana chatesque. Je sais pas. Donc toujours est-il qu'on a improvisé un festival des chats au Grand Rex. Festival des chats qui a duré 3 heures, peut-être même plus, 3h30, et dans lequel sont venus Éric Antoine, Bruno Salomon, Célig, Laetitia Barlerin, il y a Patrick Beau, je ne me rappelle plus tous les noms, enfin il y avait une vingtaine de personnes qui sont venues, sont montées sur scène pour parler des chats, il y a eu des tours de magie, il y a eu des sketchs, il y a eu tout autour des chats, les gens sont arrivés déguisés en chats, on avait même prévu de faire un concours du plus beau déguisement de chat, donc 2800 personnes au Grand Rex pendant 3 heures pour parler de chats, avec cette idée, comme j'évoquais tout à l'heure, de faire dans l'esprit de la grande fête de Bubastis, donc la fête d'hommage à la déesse Bastet, la fête des chats. Alors, cette expérience a été géniale. On devait la refaire cette année. On devait faire la même chose cette année. Bon, à cause du Covid, évidemment, ça n'a
plus pu être possible. Mais moi, j'aurais évidemment rêvé que chaque année, il y ait la grande fête des chats avec tous les gens qui aiment les chats qui se retrouvent au Grand Rex. Même si Rex c'est plutôt un nom de chien, je vous l'accorde, mais qu'on se retrouve en tout cas pour miauler ensemble. Ah oui, on a fait aussi, on a miaulé ensemble avec l'inventeur de la ronron-thérapie. Non, c'était vraiment un grand moment. Et il y a eu par chance une captation. Et je vais vous passer en exclusivité, enfin Albin Michel m'a autorisé à vous passer en exclusivité le sketch de Célie. Après, je ne sais pas, peut-être ça serait bien de présenter toute la captation. Je demande à la responsable d'Albin Michel derrière. Maintenant, non, me dit-elle, mais peut-être dans le futur, on pourra vous passer les 3 heures, parce que les 3 heures ont été enregistrées, et on pourrait le faire. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venus aussi nombreux. Vous êtes nombreux, vous êtes combien là? Vous êtes 766 au moment où je regarde mon téléphone. Ben, merci d'avoir pris ce temps, merci de suivre un peu mon travail, mais aussi de lire de la littérature d'imaginaire, parce que actuellement, vu l'ambiance, il ne faut pas lire des livres déprimants, il ne faut pas lire des livres nombrilistes, il faut vraiment vous évader, il faut utiliser... tout à l'heure je parlais d'écritothérapie, on peut se faire du bien en écrivant, mais on peut se faire du bien en lisant. Donc la lecturothérapie, lisez pour être heureux, ne me lisez pas que moi, lisez tout ce qui va vous amener à vivre des choses extraordinaires, et ne lisez pas les bouquins déprimants, ne lisez pas tout ce qui est refermé, tout ce qui vous met dans des petits mondes. Vivez large. Profitez de cet outil extraordinaire qu'est le roman pour trouver le souffle de l'aventure. Moi, je me suis éclaté avec Jules Verne, je me suis éclaté avec Asimov, je me suis amusé avec tellement d'auteurs, Rabelais même. Rabelais, Salammbô de Flaubert, c'est quand même extra. Il y a des livres avec cette puissance de voyage. J'espère qu'il va y avoir de plus en plus d'auteurs qui vont publier là-dessus, et j'espère qu'il y aura de plus en plus de lecteurs pour soutenir ces auteurs, parce qu'on ne peut pas rester tout le temps à parler des drames qui arrivent dans Saint-Germain-des-Prés, des drames de couple et des problèmes de dépression. Ça serait vraiment réduire la littérature à une peau de chagrin, mais c'est vous qui, par votre capacité à soutenir les livres, à les faire bouger les choses. Je ne pense pas que ma génération verra cette révolution, c'est trop tard, et puis le système est trop bloqué, mais j'espère ouvrir la voie à d'autres auteurs, pas seulement à mon fils, à d'autres auteurs, peut-être à vous, si vous écrivez, qui vont faire de la littérature et aller le plus loin possible, pousser vos personnages loin, vivez dans d'autres mondes, poussez toute la puissance qu'offre l'écriture pour vous dépasser. Ce n'est pas un outil anodin. C'est parce qu'il y a des gens qui pensent à un monde meilleur que ce monde pourra arriver. C'est parce qu'il y a des gens qui pensent à des nouveaux outils que ces outils pourront exister. C'est parce que Jules Verne a pensé à un voyage dans la Lune que ce voyage a pu se faire un jour. C'est pas en racontant ses problèmes de couple ou ses problèmes perso. Il y a un moment, il faut vraiment trouver ce souffle. Et je peux vous dire que ce combat n'est pas du tout gagné, et pas seulement en France. Il y a une sorte de retour à la littérature étriquée, et je crois qu'il est important de soutenir et de signaler votre goût, même de vous informer entre vous des bons livres. Bon, moi je vous signale déjà Fondation et Dune. Normalement, chacun dans 5 volumes, ça devrait vous occuper. Et puis accessoirement, il y a mes livres, si ça peut vous amuser. J'espère qu'ils vous amèneront très très loin et que vous vivrez heureux. Au revoir. Merci mesdames et messieurs, merci. Ça va tout en haut? Ouais. Au milieu, j'imagine que ça va aussi. Ça va moins bien. Et en bas, évidemment. Oh, c'est bien. Je suis content que vous soyez venus si nombreux pour ce premier festival. Moi, j'ai lu une phrase toute bête dans un magazine qui disait « Les animaux domestiques, notamment les chats, et j'en ai tout le tour du ventre, hein, donc je sais de quoi je cause, c'était marqué « Ça apporte quelque chose de plus à l'être humain ».
c'est vrai. Ça t'apporte des tas d'emmerdes que tu n'avais pas avant. En général, tu commences toujours petit, tu vois. À l'époque, avec ma femme, on avait commencé avec un petit chaton, tout mignon, tout rigolo, que tu veux faire dormir dans la cuisine le premier soir. Parce que tu sais pas. Tu as à peine fermé la porte comme ça, que la boule de poil, elle fait miaou, miaou, miaou. Et ta femme qui est collée à la porte, qui fait oh. Le pauvre petit minet, il a plus sa maman. Il va dormir avec nous. C'est mort. Donc à 2 du mat, tu te lèves pour aller chercher le machin, que toute la baraque puisse enfin dormir. Tu le ramènes dans ta chambre, tu le mets dans ton lit, mais lui, il a dormi toute la journée. C'est-à-dire, il n'est pas fatigué. Il a la patate grave. Il te saute dessus. C'est pas ça? Il t'arrache les cheveux, il te mange les yeux, t'allumes pour le choper, et là, tu le vois plus. Je dis, où il est? Où il est? Il est comme ça, le machin, hein? Normal, tu le vois plus. Il est accroché tout en haut du rideau par une griffe, comme ça. Mais comme il est tout petit, il a peur, il peut plus descendre. Donc toi, à 2 du mat, t'es obligé de te lever, d'empiler des chaises, des tabourets pour aller décrocher Belzébuth. Il s'appelle Belzébuth, le chat. Donc c'est 2 du mat, t'es en calcif, t'es comme ça. Oh, 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 oh. Et ta femme en bas qui te fait « Fais attention au chat, fais attention au chat !» T'essayes de le choper, mais l'autre en haut, il croit que tu joues. T'as les doigts en sang à 2 du mat. Bref, t'arrives à décrocher le diable. Tu l'arraches du rideau comme un velcro. Tu le mets dans ton lit, il s'endort comme une sacoche. Ah ben il est mort le truc, hein. 7h du matin, ton réveil sonne, t'as pas dormi, t'es comme ça. Tu vas te faire un café à la cuisine. Il te suit dans les jambes comme une anguille. Tu marches dessus. T'as failli faire une crise cardiaque et ta femme qui dit « Qu'est-ce que t'as encore fait au chat ?» Ça dure à peu près 6 mois le carnaval, mesdames et messieurs. Au bout de 6 mois, le calme est revenu chez toi et c'est là que ta femme te dit, ou tes gosses, ou tout le monde ensemble, genre complot. Chérie, on va prendre un 2e chaton pour pas que Belzébuth il s'ennuie. T'as raison, toi non plus tu t'ennuies pas, hein? Parce qu'avec le temps, mesdames et messieurs, Belzébuth, il est devenu gras comme un loukoum. Il fait dans les 15-20 kilos le machin. Ah ouais. Tu dirais une motte de beurre sur pâte. Sauf que tu les vois plus les pattes. Elles sont dans la graisse, comme ça. Le machin, il se déplace comme un overcraft. Ça fait flipper, hein. Mais c'est ma faute. À force de le gaver de boîtes pour chat qui coûte un bras, que t'es obligé, j'ai vu, de mettre un brin de persil sur la pâtée, comme ça. Oui. T'as vu la blondasse dans la pub, elle met du persil comme ça. Sinon, le chat, il vient, il fait... Il n'y a pas de persil. T'es sérieuse, là? Il s'en va, le chat, il l'a vu à la télé. Évidemment, il veut le persil. Donc, le Belzébuth, il n'a pas supporté l'arrivée d'un nouveau chaton tout mignon, tout rigolo. Il passe ses journées à lui courir après pour le dérouiller, histoire de lui montrer qui c'est le boss dans la baraque. L'autre, il flippe à mort, on le voit jamais, il vit sous les meubles, comme les taupes. Il est à l'affût, il mange pas, il est maigre. Les gamins, ils l'ont appelé ficelle. Et je l'ai emmené chez le veto. Et mon veto, il m'a dit, mon veto, ça fait 25 ans que je le connais, hein, il m'a dit, pour 150 € quand même, 150. Ils mangent l'argent, les vétos. Je peux payer en 3 fois, docteur? Oui, mettez dans ma bouche. Ils mangent l'argent. Attention, docteur, une pièce de 2 qui tombe. Ah, pardon. Merci. Pour 150 €, il m'a dit, tenez-vous bien, il m'a dit, votre chat, ficelle, il fait des névroses compulsives obsessionnelles. Oh merde! Qu'est-ce que tu veux que je dise? Pas besoin de 150 €. Moi, je te cours après toute la journée avec une batte de baseball pour te dérouiller la gueule. Tu vas en choper des névroses compulsives obsessionnelles. Et mange l'argent, et mange l'argent. Et comme tout ce bordel suffisait pas à la maison, on a fait comme vous, mesdames et messieurs, on a pris un chien. Ah ouais, moi, j'en voulais pas. Hein.
J'ai été très sévère à la maison, j'ai dit à toute la famille, il n'y aura pas de chien dans cette maison, c'est clair pour tout le monde. Ma femme, elle a dit, c'est très clair, on ira à l'animalerie ce matin, on n'ira pas cet après-midi. Pas faire chier avec l'autorité du père. Bon, on est revenu avec un petit chiot comme ça, tout mignon, tout rigolo, qui se nourrit exclusivement de pieds de table, d'éponges, de savates, de bouchons de Volvic qui restent bloqués. Enlève-lui, il va mourir, 150 €, enlève. 150, ils mangent l'argent, les mecs. À ce prix-là, je l'opère moi-même, le clébard au cutter, lame neuve, tu vois. Ils mangent l'argent. Bon, un chien, disais-je, avant de m'emporter, qui fait bien ses besoins à côté du journal que j'ai préparé partout dans la baraque, surtout dans mes pompes. Pourquoi moi? Un chiot que toute la famille devait sortir. Ah, ça me fait pas rire, ça. Hein. En plus, avec le temps, les deux, là, Belzébuth et Ficelle, ils sont devenus potes comme cochons. Ils n'ont pas supporté l'arrivée du clébard. Ils lui tentent des traquenards pour le désosser. À 2 du mat, ils sont bloqués 2 du mat. Ils se courent après, ils dévastent l'appart. On est couché avec ma femme, elle dort, je la réveille. Je dis, ils arrivent! Oui, elle a voulu un chien qui profite de la fête. Te rendors pas, regarde, ils vont passer devant la porte, je vais leur jeter une mule dans la gueule, ça va les calmer. Les trois, ils doivent le savoir, juste avant de passer ma porte, ils s'arrêtent net en file indienne, comme ça. Poum. Ça m'énerve. Donc le chien, d'avoir les deux au cul toute la journée, il hurle du matin au soir. Les voisins deviennent fous. Ils font des lettres anonymes. On est 2 familles dans la baraque. Putain, c'est qui? Donc on a trouvé la solution avec ma femme pour que le chien il la ferme. On lui a mis un gros collier qui lui balance de la citronnelle dans sa gueule. Ouais, des gros giclés. Eh ben, ça marche pas du tout. Le chien, ça le rend fou furieux, et la citronnelle, ça a mis une allergie au chat. Ils ont plus de poils, là. Comme ça. La tête à Bernard. Autant pour moi, mon ami. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai emmené chez le veto. J'arrive là-bas, je suis même pas descendu de la bagnole. Le veto, il m'attendait sur le parking, il me jouait de la flûte. Je sors, il m'entraînait vers les terminales de paiement. Payer, carte bleue, chéquier. J'arrive à me sortir de l'enchantement parce qu'il m'avait envoûté. Et je lui dis, ça va, c'est pas la peine de me jouer de la flûte. Ils sont allergiques à la citronnelle, c'est 150. Il m'a dit, non, ils sont 2, c'est 300. Ils mangent de l'argent, ils mangent de l'argent. Et comme tout ce bordel ne suffisait pas, quand on est parti chez le veto, ma fille a voulu un lapin nain. On a couru à l'animalerie direct. Moi, j'ai une carte de fidélité comme ça. Relié cuir, pleine peau, une belle carte. Et véridique l'histoire, Animaliste le magasin, samedi après-midi, blindé de monde. On débarque toute la famille, je chope un vendeur. Bonjour monsieur, excusez-moi, vous avez des lapins nains s'il vous plaît? Il me dit ouais, on a des promos en ce moment sur des lapins nains à tête de lion. J'ai dit à ma femme, viens, on a du lourd là. Faut pas dire ça à un comique, tu vois. À tête de lion, je dis mais ça mange quoi? Des petites gazelles. Tu vois, bonne ambiance. Le gars, il me regarde, véridique. Il me dit, quoi? Non, il me dit, c'est un lapin, ça mange du foin. C'est pas grave, c'est pour moi la vanne. T'es pas équipé, qu'est-ce que je te dise? C'est pas ma faute, c'est pas la peine de gueuler, hein. Ça devient pas gros. Il m'a dit, non, pas plus gros que mes 2 points. T'as raison, ça fait 1 an et demi, on dirait une dinde. En plus, c'est con, un lapin, ça sert à rien. J'ai changé 3 fois la caisse dans la chambre de ma fille. Un jour, elle a débarqué, elle a acheté la caisse dans le salon. Blam! Elle m'a dit, j'en veux plus du lapin. C'est con comme un balai. Pas moyen de le déguiser ni de lui mettre un chapeau, ça tient pas. J'attends qu'il crève pour prendre un rat. Ratatouille. Résultat, exil politique, le lapin, maintenant, il vit dans le salon. Ça sent la ferme dans le salon. En plus, c'est des rongeurs, je sais pas trop quoi. Ça vit la nuit, ça. T'as les 2 fourbes, là. Belzébuth et Ficelle. À 2 du mat. Ah, c'est nocturne, là.
2 du mat, c'est un jeu de... T'es éclairé que d'un côté comme ça. Bon, alors je vais comme ça. Ça a grillé. T'as pas payé Bernard ou quoi? Regarde maintenant le bordel. Tu les as fait chier toute la journée, on n'a plus de jus là. Désolé monsieur, dame, je vais jouer là. Hein. Donc le lapin, les deux là, Belzébuth et Ficelle, t'as vu comment je reprends le sketch? T'as vu? 20 ans de boîte, jamais perdu une vanne, retiens bien ça. Alors, on finit la chute. N'empêche, ça m'a niqué la chute, ça. Hein. Donc les deux, ils tournent autour de la caisse du lapin à 2 du mat. Mais ils tournent malsains, ils tournent genre les affranchis, tu vois. Évidemment, tu vois moins, il n'y a pas de lumière, c'est normal. Ils passent leurs pattes dans les barreaux pour lui arracher la tête au lapin. L'autre, il est dans un coin, névrose compulsive obsessionnel. Je fais les diagnostics moi-même, ils mangent l'argent, les mecs. Ça se voit qu'il a peur, il va claquer le lapin, il est comme ça. Pour se défendre, il jette sa gamelle en inox à 2 du mat sur les barreaux en acier de la cage. Bang, bang, bang. Dans la chambre, ça réveille le chien. Ah, 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 ah. Giclée de Citroën dans sa gueule, je claque, c'est reparti, je deviens fou.